7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Et on passe à notre chronique hebdomadaire, avec Thierry Mariani. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui au micro de Radio Courtoisie, ça fait plaisir de vous rencontrer. Vous êtes député européen du Rassemblement national, président du mouvement de la droite populaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est la rentrée des classes, c'est aussi la rentrée pour les députés européens, puisqu'aujourd'hui vous retournez au Parlement. Oui, effectivement, vers 14h, je prendrai l'Eurostar pour me rendre à Bruxelles, parce que aujourd'hui, le Parlement européen recommence à siéger. J'ai même envie presque de vous dire va commencer le boulot, puisque les élections, vous le savez, ont eu lieu en juin. Oui. Mais le Parlement européen, entre son installation et les élections, s'écoule plus d'un mois et demi, le temps pour faire les groupes. Donc en réalité, nous avons eu le 15 juillet la session d'installation, avec l'élection malheureusement de Mme von der Leyen pour un nouveau mandat. Et puis on est parti en vacances. Et aujourd'hui, effectivement, les choses sérieuses commencent, puisque nous avons les commissions qui vont se mettre au travail, les commissaires qui vont devoir présenter leur candidature. Et donc, c'est le moment clé où on va savoir qui va diriger l'Europe pendant ces 5 prochaines années, et aussi le moment clé où on va savoir quelles seront les orientations réelles de cette nouvelle commission. Alors justement, vous revenez dans quel climat là, à l'Europe? Quels sont les grands dossiers? Écoutez, l'Europe, ça n'a rien à voir avec une autre institution. Voilà. Vous savez, quand je suis arrivé au Parlement européen, je me disais, j'ai fait 25 ans au Parlement français, je connais la musique. Non, je ne connaissais pas la musique, parce que l'Europe, c'est un fonctionnement différent, parce que c'est une mentalité différente. L'Europe, pour moi, après 5 ans au Parlement européen, j'ai peut-être vous choquer, mais c'est une sorte de religion. C'est une sorte de religion où tout le monde doit communiquer. D'accord. C'est-à-dire, l'Europe fait le bien. Et quand l'Europe n'arrive pas à faire le bien, c'est qu'elle n'a pas assez de pouvoir et qu'il faut lui donner plus de pouvoir. Ah oui. Et si vous critiquez l'Europe, vous êtes un hérétique. Vous êtes quelqu'un de dangereux, etc. Et vous souriez, mais vous avez malheureusement raison, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que pourquoi le Rassemblement national, par exemple, est un peu blacklisté? Parce qu'on fait partie de ces mauvais élèves qui disent non, il y a encore des nations. Voilà, l'Europe, ce n'est pas tout ce qui doit effacer l'histoire et remplacer par une autre construction. Moi, je me souviens de ce premier moment un peu, j'allais dire, symbolique au Parlement européen, c'est quand il y a eu, on l'oublie trop rapidement, le Brexit il y a 5 ans. Oui. Quand il y a eu le Brexit, les gens pleuraient. La dernière séance, les gens pleuraient. Il fallait se lever et prendre la main de son voisin pour chanter, selon votre langue, ce n'est qu'un au revoir mes frères, ce n'est qu'un au revoir, etc. J'avais l'impression d'être dans une secte. Ouais, ça va pas voilà. faire. Et j'ai discuté avec des administrateurs qui sont des gens sincères, convaincus, compétents, qui me disaient, mais comment ça se fait qu'ils nous quittent alors que c'est nous qui apportons la prospérité, etc. Une parenthèse, aujourd'hui, vous avez noté que la Grande-Bretagne a un taux de croissance supérieur à celui de l'Allemagne. Oui, mais bon, passons, l'Europe apporte la prospérité, la paix, etc. Et donc, l'Europe, c'est une religion, et comme toutes les religions, elle veut étendre ses fidèles. Et donc, à mon avis, le premier dossier qu'il y a à suivre dans ce mandat, c'est celui de l'élargissement. Oui. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'on a commencé à 6, à 12, à 15, et puis aujourd'hui on est 27, et certains rêvent d'une Europe à 36. Pourquoi 36 ? Parce qu'on a déjà dans les tuyaux, si je peux dire, un certain nombre d'États, les États des Balkans, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et l'Albanie. Kosovo, je mets État entre guillemets, qui attendent de rentrer depuis des années. On a décidé de faire rentrer l'Ukraine, même si elle n'est pas prête, même si elle ne respecte aucun des critères, le plus vite possible. Elle va rentrer, l'Ukraine. Je pense que malheureusement, ça va être l'un des combats de ce mandat. Ces gens-là rêvent de faire rentrer l'Ukraine. Je vais vous dire, avec beaucoup de cynisme, c'est peut-être ce qui va couler l'Europe. Mais ça, il faudrait plus de 5 minutes pour l'évoquer. On y reviendra bien sûr. Et donc, en plus de ces 6 États des Balkans, vous rajoutez Ukraine, Moldavie et Géorgie. Et donc, vous arriveriez à 36. Or, cet élargissement, c'est le signe que la religion continue à s'étendre auprès de ses fidèles. Et donc, l'élargissement, il se passe toujours de la même manière. C'est-à-dire, on dit, ces États partagent nos valeurs et veulent rentrer. En réalité, quand vous discutez avec les élus de ces États que vous connaissez un peu, ils veulent quoi, à votre avis ? Ils veulent l'argent. Ouais. Ils veulent l'argent de l'Europe. Et vous savez, l'élargissement, c'est très simple. C'est des nouveaux États qui rentrent,
qui en général sont toujours des États qui reçoivent des subventions. Et donc, quand ils reçoivent des subventions, comme l'Europe, ce n'est pas l'argent magique, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, les États riches payent. C'est-à-dire, en clair, dites-vous que si la Macédoine, la Bosnie, le Monténégro et tout le reste veulent rentrer dans l'Union européenne, nous allons payer. C'est parce qu'ils auront quelques milliards de plus qui seront payés par les plus gros contributeurs. Pour votre mémoire, je vous rappelle que la France est le deuxième plus gros contributeur après l'Allemagne de l'Union européenne et qu'on donne 18,6% du budget. Voilà, 18,6% du budget. Parenthèse, quand on dit en mois de mai, on va donner 50 milliards à l'Ukraine, les Français ne le savent pas, mais ils ont donné 9 milliards. Voilà. La même semaine, on demandait 10 milliards de moins sur le budget en France. Donc, premier dossier à suivre, c'est l'élargissement. Pourquoi ? Parce qu'il présuppose tout le reste. Parce que le deuxième dossier qui va immédiatement débouler si l'élargissement se fait, c'est le fonctionnement de l'Europe. Et là, c'est le dossier le plus vicieux. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit, vous savez, à 27, c'est déjà difficile pour fonctionner. C'est difficile. Puis des fois, vous pouvez avoir un emmerdeur. Regardez, on a quelqu'un, là, un Hongrois, qui bloque un peu de temps en temps. Demain, on peut peut-être avoir une Française. Enfin, voilà. Donc, il faut trouver un moyen qu'on puisse continuer à avancer, même s'il y a quelqu'un qui bloque. Et donc, on vous dit, si on s'élargit, déjà à 27, c'est trop dur de prendre des décisions. Il faudra changer les règles de décision. Et ça, c'est le deuxième chantier le plus dangereux de l'Union européenne après l'élargissement. Et c'est l'idée de passer à la majorité qualifiée. C'est quoi la majorité qualifiée ? Alors, qu'est-ce que c'est que la majorité qualifiée ? Pour faire simple, il y a 3 ou 4 manières, mais il y a 2 manières principales de prendre les décisions à Bruxelles. La première, c'est l'unanimité, c'est-à-dire que tous les États doivent être d'accord, ou plutôt personne ne doit s'y opposer. Voilà. Et si un État met son veto, comme par exemple à un moment la France avait fait à une époque, eh bien tout est bloqué. Mais ça permet de garantir qu'on respecte tous les États. Et moi, personnellement, comme au Rassemblement national, on est attaché à cette règle. Et deuxième méthode, c'est la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, c'est en réalité 55% des États qui représentent 65% de la population. Concrètement, si 15 États sur 27 sont d'accord pour faire quelque chose et qui représentent 65% de la population, les autres n'ont qu'à se coucher et obéir. Donc là, c'est extrêmement vicieux parce que tous ces États qui, en réalité, risquent de rentrer et qui sont biberonnés aux subventions européennes et qui, forcément, ne peuvent qu'adorer, si je puis dire, ceux qui les nourrissent, auront tout intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de compétences et de plus en plus de moyens pour l'Union européenne, ce qui n'est pas notre intérêt. Donc, deuxième chantier vital, c'est la règle de la majorité. Si cette majorité, le droit de veto disparaissait et que ce soit une majorité qualifiée, eh bien, ça signifie en clair qu'on perd notre souveraineté. C'est-à-dire que sur certains dossiers, sur tous les dossiers importants, on pourrait se voir imposer un point de vue qui n'est pas le nôtre. Est-ce que ça rejoint aussi l'idée que l'Europe des nations va disparaître ? Je pense qu'on est au carrefour. Franchement, je pense qu'on est au carrefour, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ce sera irréversible. Je pense que pour le moment, elle vit encore grâce à quelques personnalités. Orban en est, à mon avis, le meilleur symbole. On oublie le Premier ministre slovaque qui a eu une tentative d'assassinat, mais comme il est du mauvais côté de la religion, tout le monde a oublié ça, c'est très simple. On a quand même un Premier ministre de Slovaquie qui a été victime d'une tentative d'assassinat et qui a été gravement blessé. Juste avant les élections européennes, on n'en a pas parlé. Si ça avait été un socialiste bon teint, je pense qu'on en aurait parlé tout le temps. Et puis on voit, heureusement, vous avez parlé il y a quelques minutes des résultats dans d'autres pays, on voit que les gens se réveillent, notamment dans les grands pays, parce qu'il y a un moment où déjà on n'a plus assez d'argent pour payer certains services publics en France et on nous demande à la fois d'accueillir la misère du monde, de financer ceux qui adorent les valeurs européennes du moment qu'on leur fait un chèque. Et en plus, la France est de moins en moins riche. Donc il y a un moment où... Mais justement, une question annexe, on fait comment pour financer l'entrée de ces États, de ces nouveaux États potentiellement dans l'Europe ? Alors la règle aujourd'hui, c'est de demander à ce qu'on donne, ce que les États présents augmentent leur participation. Je vous rappelle quand même que pour 2024, on est à 24,4 milliards. 24,4 milliards, c'est facile à se souvenir pour 2024, qui sont donnés à l'Europe. Combien en réalité on surcotise, si je puis dire ? Pour être honnête, c'est difficile à dire tant que l'année n'est pas finie, mais là, ce sera, si on est optimiste, 8 milliards, si on est pessimiste, 10 milliards. C'est-à-dire comment on finance comme ça, et deuxièmement, comment on finance aussi. Le but de l'Europe, c'est de créer progressivement son propre impôt.
Déjà, dans la précédente présidence européenne, aujourd'hui, c'est le Hongrois depuis le 1er juillet. Mais au 1er janvier dernier, c'était le Premier ministre belge. Il avait dit clairement, il faudra créer un impôt européen pour aider à payer la guerre en Ukraine. Et donc, à terme, ces gens-là payent leur grand rêve, c'est une Europe avec plus d'États. Comme ça, les nations sont diluées. Les règles de majorité sont en réalité réformées, c'est-à-dire qu'aucun État ne peut tout bloquer. Et en plus, chacun va devoir financer de plus en plus. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est une sorte de religion, parce que si vous le remettez en cause, on vous dit mais vous êtes quelqu'un de pas fréquentable, avec vous, on ne peut pas faire une alliance. Hein, vous n'êtes pas gentil, vous. Voilà. Et je pèse mes mots. Quand je dis une religion, il y a des moments où je ne devrais même pas dire je me demande si je ne devrais pas dire une secte. Parce que le propre des sectes, c'est de rejeter tous ceux qui ne respectent pas leurs convictions. Le propre des sectes, c'est de diaboliser ceux qui ne partagent pas leurs convictions. Alors, ce mandat sera capital, parce que si l'élargissement se fait, la France qui encore pesait à 6 et pesait encore un peu aujourd'hui, mais de moins en moins, vous doutez qu'à 36 ou à 27, à 27, si on fait les Balkans, ça fait 33, et si on fait la totalité, ça fait 36. À 36, elle pèsera quasiment rien. Oui. Quasiment rien. Et par contre, on payera beaucoup plus. Thierry Mariani, il nous reste 2 minutes. Vous parliez tout à l'heure des petits États. La haute représentante des affaires étrangères a été nommée aussi. Oui, c'est une petite révolution, c'est-à-dire que c'est Madame Kaja Kallas. Madame Kaja Kallas, qui c'est la première ministre estonienne sortant. L'Estonie, je vous le rappelle, c'est un tout petit État qui fait 1,8 million d'habitants. Profond respect pour cet État, mais vous remarquerez que le Parlement européen est présidé par une Maltaise, 500 000 habitants. Désormais, le haut représentant va être une ancienne première ministre d'Estonie, moins de 2 millions d'habitants. En réalité, les petits États s'investissent bien plus que les grands États, très souvent dans ces instances, parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup plus à y gagner. Et c'est une première, parce que quels ont été jusqu'à présent les 3 hauts représentants de l'Union européenne ? Catherine Ashton, Grande-Bretagne. Madame Mogherini, Italie. Aujourd'hui, Monsieur Borrell, Espagne. Pour la première fois, c'est un tout petit État, c'est pas une insulte que de dire ça, et c'est surtout un tout petit État qui a une obsession qui est la Russie. Qu'on peut comprendre quand on connaît leur histoire, qu'on peut comprendre quand on voit la géographie, mais surtout pour la suite, cela m'inquiète parce que la politique européenne, c'est pas uniquement de faire une guerre. La politique européenne internationale, ce serait de défendre l'image de notre Union européenne. Vous savez, en conclusion, j'écoutais un peu l'université d'été d'Orban pendant, je crois que c'était en juillet, qui copie un peu quelqu'un. Il disait « Make European great again ». Le problème, c'est qu'on n'est pas là pour être un appendice de grande puissance. On est là pour exister, être vraiment indépendant. Avoir une première ministre estonienne qui est obsédée par une guerre, qui est d'autre part pour la défense de son État, dépend à 100% des États-Unis et de l'OTAN. Est-ce que vous croyez que c'est le meilleur moyen d'avoir une politique indépendante ? Malheureusement, pendant ces 5 ans, il faudra être extrêmement vigilant parce que je ne voudrais pas que ce soit les 5 ans où dans l'histoire, on dise, à ce moment-là, on a abandonné la souveraineté française. Écoutez, on en reparlera. Merci beaucoup Thierry Mariani, merci d'être là à notre antenne chaque semaine, chaque lundi à la même heure.